L'automne arrivait doucement à Montmartre, et j'observais depuis la fenêtre de mon petit appartement de la rue des Abbesses les feuilles des platanes prendre des teintes dorées. À 68 ans, ma routine était simple. Petit déjeuner au bistrot du coin, promenade dans les rues pavées humides de pluie fine, et les après-midi à lire sur le canapé délavé qu'Henri et moi avions acheté il y a 30 ans. La solitude ne me pesait pas autant que les gens l'imaginaient. Paris a une façon unique d'embrasser les solitaires, surtout dans des quartiers comme celui-ci, où chaque coin de rue recèle des histoires de générations. Ce mardi matin-là, le facteur sonna plus tôt que d'habitude. Je descendis les 3 volets d'escalier grinçantes, mes genoux protestant comme toujours quand le temps changeait. L'enveloppe crème attira immédiatement mon attention. Papier épais, calligraphie élégante. Elle venait de Lyon. Mes mains tremblèrent légèrement en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, un faire-part de mariage élaboré, avec des détails dorés et une police classique qui criait la sophistication. Antoine Dubois et Camille Moreau ont l'honneur de vous inviter à leur cérémonie de mariage. Mon fils allait se marier en décembre, et j'étais invitée. Ma poitrine se gonfla d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Antoine était mon unique fils, fruit d'un mariage qui dura 40 ans jusqu'au départ d'Henri. Au cours des 5 dernières années, depuis qu'il avait commencé à fréquenter Camille, nos rencontres s'étaient faites plus rares. Elle trouvait toujours des excuses pour qu'il ne me rende pas autant visite. Travail, engagements sociaux, voyages. Mais maintenant, tenant cette invitation, j'imaginais que je serais enfin réintégrée dans sa vie. J'appelais immédiatement Lyon, le cœur battant fort d'anxiété et de bonheur. Antoine répondit au 3e signal, sa voix semblant distante. « Maman, c'est bien que tu aies reçu l'invitation, » dit Antoine. Mais je perçus quelque chose d'étrange dans son ton. Il y avait une hésitation, comme s'il lisait un script. « Camille est ici à côté de moi et aimerait te parler de quelques détails du mariage. » Mon estomac se serra. Camille n'avait jamais voulu me parler de quoi que ce soit, encore moins de détails de mariage. J'entendis le téléphone passer de main en main et la voix froide et calculatrice de ma belle-fille résonna à l'autre bout du fil. « Madeleine, je dois être directe avec vous. Nous savons que votre santé n'est pas au mieux ces derniers temps, et Lyon est à près de 500 kilomètres de Paris. Le mariage sera un long événement, avec beaucoup de monde, et franchement, nous pensons qu'il vaut mieux que vous ne veniez pas. » Mes jambes fléchirent. Je m'assis sur la chaise de la cuisine, essayant de digérer ce que j'entendais. « Mais Camille, je me sens parfaitement bien. Je peux voyager sans problème. »« Madeleine, vous n'avez pas compris. » m'interrompit Camille, la voix encore plus dure. « Nous ne voulons pas de vous là-bas. C'est notre jour spécial et nous ne pouvons pas prendre le risque que vous causiez un quelconque embarras ou problème. Vous savez à quel point vous êtes émotive lors des événements familiaux. » Ma bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. C'était comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. « Antoine est entièrement d'accord avec moi, » continua-t-elle, mentant effrontément. J'entendais mon fils en arrière-plan, essayant de dire quelque chose, mais étant clairement réduit au silence. De plus, nous avons déjà parlé à d'autres membres de la famille, et tous comprennent qu'il serait préférable que vous restiez à Paris pour vous reposer. L'humiliation me brûlait la gorge comme de l'acide. 40 ans à élever ce garçon, à être présente à chaque réussite, chaque déception, chaque moment important de sa vie. Et maintenant j'étais bannie de son propre mariage par une femme qui le connaissait à peine depuis 5 ans. Ce qui se passa ensuite me laissa sans voix. J'entendis Camille dire à Antoine « Prends son invitation ». Et puis, au téléphone, j'entendis distinctement le son du papier qui se déchirait. Pas une fois, mais plusieurs fois, comme si elle voulait s'assurer que j'entendrais chaque petit morceau de mon invitation être détruit. « Voilà »
dit-elle, revenant au téléphone avec une satisfaction dégoûtante dans la voix. Maintenant, il n'y a plus d'invitation dont vous deviez vous soucier. Problème résolu. Je raccrochais sans dire un mot. Je restais assise dans la cuisine pendant près d'1 heure, regardant le mur, essayant de comprendre comment ma vie en était arrivée là. Les larmes vinrent lentement au début, puis à flot. Pas seulement à cause de l'exclusion, mais à cause de la cruauté délibérée de cet acte. Camille ne m'avait pas seulement interdit d'y aller. Elle voulait m'humilier, me faire sentir petite et insignifiante. Mais tandis que je pleurais, quelque chose d'autre commença à grandir en moi. Une détermination féroce que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cette nuit-là, je ne réussis pas à dormir. Je marchais dans l'appartement, passant devant les portraits de famille, accrochés au mur. Antoine encore bébé dans mes bras, ses premiers pas, sa remise de diplôme. Henri souriant fièrement à ses côtés. Quel droit cette femme avait-elle de m'exclure de la vie de mon propre fils ? Quelle autorité possédait-elle pour déchirer mon invitation comme si c'était des ordures ? À mesure que la colère remplaçait la tristesse, une idée commença à prendre forme. Je ne serais pas réduite au silence si facilement. Camille avait gravement sous-estimé une mère blessée. À 68 ans, j'avais vécu suffisamment pour savoir que certaines batailles valent la peine d'être menées, surtout quand elles impliquent la famille et la dignité. Si elle voulait la guerre, elle l'aurait, mais menée à mes conditions et avec mes armes. Et j'avais quelques atouts dans ma manche qu'elle ne pourrait jamais imaginer. Le mariage aurait lieu en décembre, ce qui me laissait 2 mois pour planifier ma riposte. 2 semaines plus tard, j'achetais un billet de train pour Dijon. La gare de Lyon était animée ce matin de novembre, et je tenais fermement ma petite valise de voyage en cherchant le train pour Dijon. J'avais décidé de rendre visite à Sylvie, mon amie d'enfance qui avait déménagé en Bourgogne, après avoir épousé un viticulteur il y a 40 ans. J'avais besoin de quitter Paris, de respirer un autre air, et surtout, de parler à quelqu'un qui me connaissait depuis toujours. Sylvie avait toujours été la personne la plus sensée que j'ai jamais rencontrée, celle qui parvenait à voir au-delà des apparences et à donner des conseils avisés. Le train partit ponctuellement à 9 heures du matin, et tandis que j'observais le paysage français défiler par la fenêtre, des champs dorés, de petits villages, avec leurs églises centenaires, des vignobles qui s'étendaient à l'horizon, je ressentis un mélange de nervosité et de détermination. Ce n'était pas une visite anodine. J'avais une mission, et Sylvie serait fondamentale pour ce que je préparais. Le voyage de 3 heures me donna le temps d'organiser mes pensées et de préparer les mots justes. Sylvie m'attendait à la gare de Dijon, avec le même sourire chaleureux que toujours. Juste quelques rides de plus marquant son visage bienveillant. À 67 ans, elle conservait l'élégance naturelle qui l'avait toujours caractérisée. Ses cheveux gris attachés en un chignon discret, et un manteau de laine qui criait la qualité française. « Madeleine, ma chérie, quelle merveilleuse surprise !» dit-elle en me serrant fort dans ses bras. « Quand tu as appelé pour dire que tu viendrais, j'étais curieuse. Cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus en personne. » Nous marchâmes jusqu'à sa Peugeot bleue, et pendant le trajet jusqu'à sa maison aux abords de la ville, elle me raconta la vendange de cette année, ses petits-enfants qui grandissaient trop vite, et les changements dans la région. Sa maison était exactement comme je l'imaginais, chaleureuse, avec des jardins soignés, et cette odeur caractéristique de foyer que seules les maisons habitées depuis des décennies possèdent. « Maintenant, raconte-moi » dit-elle, servant du café et des biscuits au fait maison. « Ce qui t'a vraiment amené ici ?» Je racontais tout à Sylvie, chaque mot cruel de Camille, le son de l'invitation déchirée, l'humiliation que j'avais ressentie, et surtout la colère qui grandissait en moi comme une plante vénéneuse. Elle m'écouta en silence, hochant seulement la tête occasionnellement, ses yeux exprimant une indignation croissante. « Cette salope !» murmura-t-elle quand j'eus terminé, utilisant un mot que j'entendais rarement sortir de sa bouche éduquée. « Comment ose-t-elle te traiter ainsi ?
Et Antoine? Comment peut-il permettre ça? J'expliquais que mon fils était clairement manipulé, que Camille l'avait progressivement isolé de sa famille, utilisant des techniques subtiles mais efficaces. Elle est intelligente, j'admis. Elle sait exactement comment contrôler la situation sans paraître la méchante évidente. Sylvie se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant ses vignobles. « Madeleine, tu ne peux pas laisser passer ça. Ce n'est pas seulement à propos du mariage. C'est à propos de l'avenir de ta relation avec Antoine. Si tu ne réagis pas maintenant, elle va t'exclure complètement de sa vie. » « C'est exactement pour ça que je suis ici, » répondis-je, sentant le poids de la décision que j'étais sur le point de prendre. « J'ai une idée, mais j'ai besoin de ton avis. » Sylvie se retourna, les yeux brillants d'intérêt. J'expliquai mon plan. Écrire une lettre à lire pendant la cérémonie. Une lettre qui exposerait quelques vérités gênantes sur Camille que j'avais découvertes au fil des années. J'ai des informations sur elle qu'Antoine ignore complètement, des choses qu'elle a préféré garder secrètes. Sylvie se rassit, se penchant en avant. Quel genre d'informations? Je pris une profonde inspiration. Camille a eu une relation avec un homme marié avant de rencontrer Antoine. Pas seulement une aventure, une relation sérieuse qui a duré 2 ans. Elle a détruit un mariage, Sylvie. La femme de l'homme est même venue me voir quand elle a découvert que Camille fréquentait mon fils. Les yeux de Sylvie s'écarquillèrent. « Mon Dieu, Madeleine, Antoine sait ça ?» Je secouai la tête négativement. « Il y a plus, » continuai-je, ressentant un mélange de culpabilité et de détermination. Camille a menti sur sa formation. Elle n'a pas été diplômée de la Sorbonne comme elle le raconte à tout le monde. J'ai découvert qu'elle avait abandonné ses études en 2e année et qu'elle avait travaillé comme hôtesse lors d'événements corporatifs. Non pas que ce soit déshonorant, mais pourquoi mentir? Et il y a aussi la question de l'argent. Elle mène un train de vie bien supérieur à ce que son salaire déclaré lui permet. Antoine paie presque toutes leurs dépenses, mais elle tient à paraître financièrement indépendante. Sylvie secoua lentement la tête. C'est de la manipulation psychologique, ma chérie. Elle a construit un faux personnage pour conquérir ton fils. Je pris les mains de mon ami. La lettre ne sera pas seulement une exposition, Sylvie. Ce sera sur l'amour, sur une mère qui aime suffisamment son fils pour se battre pour lui, même si cela peut nous coûter notre relation pour toujours. Sylvie serra fort mes mains. Alors écrivons cette lettre. Mais faisons-le de la bonne manière, avec élégance, intelligence et une précision chirurgicale. Nous passâmes le reste de l'après-midi à la table de la cuisine de Sylvie, entourée de brouillons, de tasses de café vides et d'une bouteille de Chablis qu'elle insista pour ouvrir, pour l'inspiration. La lettre devait être parfaite, assez forte pour avoir un impact, mais pas si agressive qu'elle me ferait paraître comme une belle-mère amère et rancunière. Sylvie m'aida à trouver le bon ton, affectueux mais ferme, révélateur mais pas vengeur. « N'oublie pas, » dit-elle, relisant l'une des versions. « Tu n'attaques pas Antoine, tu essaies de le sauver d'une femme qui le manipule. » Quand nous eûmes terminé, il faisait déjà nuit. La lettre avait 3 pages, chaque mot soigneusement choisi. Elle commençait par une déclaration d'amour inconditionnel pour Antoine, passait par les révélations sur Camille de manière élégante mais dévastatrice, et se terminait par un appel émotionnel que peu de gens pourraient ignorer. « Maintenant, » dit Sylvie scellant la lettre, « il ne reste plus qu'à la livrer au bon moment. » Je souris pour la première fois depuis des semaines. Je sais exactement comment faire ça. Je suis retournée à Paris avec la lettre soigneusement rangée dans mon sac, comme un trésor dangereux qui pouvait exploser à tout moment. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai retravaillé le texte plusieurs fois, cherchant toujours l'équilibre parfait entre révélation et élégance. J'ai discrètement fait des recherches sur la société de traiteurs qui servirait le mariage
par l'intermédiaire d'une amie commune. Et j'ai découvert que le maître d'hôtel était Marcel Rousseau, un homme d'une 50aine d'années qui travaillait dans les événements de la haute société depuis des décennies. Je l'ai appelé en me faisant passer pour une tante éloignée, préoccupée par les détails de l'événement. Et pendant notre conversation de 15 minutes, j'ai obtenu toutes les informations dont j'avais besoin. L'heure exacte de la cérémonie, le moment de l'échange des vœux, et surtout, quand Antoine serait le plus nerveux et susceptible aux interruptions. Marcel a mentionné qu'il y avait toujours un moment de pause avant les vœux, lorsque le marié avait l'habitude de recevoir des messages de membres de la famille qui n'avaient pas pu être présents. C'était mon opportunité parfaite. Le jour du mariage se leva gris sur Lyon, avec ce froid humide qui pénètre les os et donne envie à toute personne sensée de rester chez soi. J'avais pris le premier train pour Lyon à 6h du matin, arrivant en ville à 9h. Le mariage devait avoir lieu à 3h de l'après-midi à l'église Saint-Nizier, une majestueuse église gothique au cœur de la presqu'île. J'ai passé la matinée à marcher dans les rues de Lyon, essayant de calmer mes nerfs et de revoir mentalement mon plan. À 2h de l'après-midi, je me suis postée dans un café en face de l'église, observant les invités arriver. J'ai vu des oncles, des cousins, des amis d'université d'Antoine que je connaissais depuis l'enfance. Des personnes à qui Camille avait dit que j'étais trop malade pour assister. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. J'étais là, parfaitement en bonne santé, observant ma propre exclusion se dérouler sous mes yeux. Quand j'ai vu Antoine arriver, élégant dans son smoking classique mais visiblement nerveux, mon cœur s'est serré d'amour et de détermination. Marcel Rousseau était exactement comme je l'avais imaginé. Grand, distingué, avec cette posture impeccable que seules des années de service dans des événements sophistiqués peuvent leur procurer. Je l'ai abordé discrètement à l'arrière de l'église, où il supervisait les derniers préparatifs. « Monsieur Rousseau, je suis Madeleine Dubois, la mère du marié », dis-je en lui tendant la main. Il me salua poliment, mais je perçus la confusion dans ses yeux. « Madame Dubois, quel plaisir de vous rencontrer personnellement, mais je pensais que vous ne seriez pas présente aujourd'hui. » Je souris tristement. « C'est une longue histoire, monsieur. Malheureusement, il y a eu quelques malentendus familiaux, et on m'a finalement découragée de venir. Mais je ne pouvais pas ne pas remettre ceci à mon fils. » dis-je, montrant l'enveloppe scellée. « C'est une lettre très spéciale, écrite avec tout mon amour. Pourriez-vous la remettre à Antoine quelques instants avant les vœux? Je sais que vous avez ce protocole pour les messages des membres de la famille absents. » Marcel observa l'enveloppe un instant, puis mon visage, clairement touché par la situation. « Bien sûr, madame, » dit Marcel, rangeant soigneusement la lettre dans la poche intérieure de son veston. « Je ferai en sorte de la remettre personnellement au marié, au moment opportun. » Je le remerciai sincèrement et me retirai. Mais je ne partis pas. Je me postai sur un banc de la place devant l'église, d'où je pouvais voir l'entrée principale, sans être remarqué. Les invités continuaient d'arriver. Des femmes élégantes dans des robes coûteuses, des hommes en costume impeccable, le genre de personnes que Camille adorait impressionner. À moins 15h, elle arriva dans une limousine blanche, éblouissante dans sa robe de mariée, qui coûtait probablement plus que mon loyer de 6 mois. Même à distance, je pouvais voir son expression de satisfaction absolue. C'était son jour, où tout se déroulerait exactement comme prévu. Elle saluait les invités avec des sourires radieux, posant pour des photos, complètement inconsciente du fait que sa belle-mère exclue se trouvait à seulement 50 mètres, observant chaque mouvement. La cloche de l'église sonna 3 fois, signalant le début de la cérémonie. Je suis entrée dans l'église par l'arrière, profitant du moment où tous les invités étaient déjà assis et concentrés sur la cérémonie qui commençait. J'ai trouvé une place discrète au dernier banc, partiellement cachée derrière une colonne de pierre. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que les gens autour de moi pouvaient l'entendre. Le prêtre commença par les mots traditionnels, et j'observais Antoine à l'autel,
Mon garçon, maintenant, un homme de 32 ans, nerveux mais essayant de paraître confiant. Camille était radieuse à ses côtés, complètement maîtresse de la situation. Quand vint le moment que Marcel avait mentionné, je vis le maître d'hôtel s'approcher discrètement de l'hôtel et remettre l'enveloppe à mon fils. Antoine regarda le papier avec surprise, reconnaissant immédiatement mon écriture. Je vis son expression changer, d'abord de la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à du soulagement mêlé d'anxiété. Camille remarqua la lettre et lui murmura quelque chose à l'oreille. Mais Antoine avait déjà commencé à ouvrir l'enveloppe. Le silence dans l'église était total, tous attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Antoine déplia les 3 pages de la lettre et commença à lire en silence. Je vis son visage passer par toute une gamme d'émotions. Surprise, choc, tristesse et finalement, une sorte de détermination que je n'avais pas vue chez lui depuis des années. Camille essayait discrètement de voir le contenu de la lettre, mais Antoine la tenait hors de sa portée. Quand il eut terminé la première page, il la regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère, c'était une profonde déception. La 2e page lui arracha un soupir audible, et quelques invités commencèrent à murmurer, sentant que quelque chose d'important se passait. Sur la 3e page, je vis des larmes se former dans ses yeux. Soudain, Antoine referma la lettre, regarda le prêtre, puis les invités, et enfin, Camille. « J'ai quelques mots à dire avant de continuer », annonça-t-il, la voix tremblant légèrement, mais assez claire pour que tout le monde entende. Le murmure parmi les invités augmenta, et Camille lui tira le bras, essayant de l'arrêter. Mais il était trop tard. Mon fils avait pris une décision. « Mes chers amis et ma famille », commença Antoine, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Je viens de recevoir une lettre de ma mère, Madeleine Dubois, qui aurait dû être ici avec nous, aujourd'hui. » Un silence pesant tomba sur l'église, et je vis Camille pâlir visiblement. Beaucoup d'entre vous ont été informés qu'elle était trop malade pour voyager. Ce n'est pas vrai. Il regarda directement Camille, qui essayait de garder son sang-froid. Ma mère a été délibérément exclue de ce mariage, et moi, à ma honte éternelle, j'ai permis que cela se produise. Les mots résonnèrent sur les murs de pierre comme des coups de feu. Certains invités se regardèrent confus, d'autres murmuraient indignés. Camille lui tira de nouveau le bras, plus fort cette fois, murmurant désespérément « Antoine, ne fais pas ça ici, s'il te plaît. » Mais il se dégagea gentiment et continua. « Cette lettre m'a non seulement ouvert les yeux sur les mensonges qui m'ont été racontés, mais elle a aussi révélé des vérités sur la personne que je suis, sur le point d'épouser. Des vérités que j'ignorais complètement. » Antoine plia soigneusement la lettre et la rangea dans la poche intérieure de son veston. Camille m'a dit que ma mère créait des problèmes, qu'elle était trop possessive, qu'elle n'arrivait pas à accepter notre relation. J'ai découvert maintenant que chacune de nos rencontres a été sabotée. Chaque invitation familiale a été interceptée. Chaque tentative d'approche a été bloquée. Sa voix trembla d'émotion. Ma mère n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que j'ai été trop lâche pour voir la manipulation qui se déroulait juste sous mes yeux. Camille tenta de parler, mais Antoine leva la main pour demander le silence. Depuis 5 ans, j'ai été progressivement isolée de ma famille, de mes amis les plus anciens, de toutes les personnes qui me connaissent vraiment et m'aiment. Je pensais que c'était de l'amour, que c'était de la protection. C'était du contrôle. Les invités étaient ça maintenant visiblement choqués, certains se levant pour avoir une meilleure vue de l'hôtel. Le prêtre, visiblement ne sachant comment procéder, restait immobile, observant la scène se dérouler. « Camille, » dit Antoine en se tournant vers elle, « j'ai besoin de te poser quelques questions ici, devant tout le monde, parce que je mérite l'honnêteté au moins une fois dans cette relation. »
Elle secoua la tête désespérément, les larmes commençant à couler, brouillant son maquillage parfait. Est-il vrai que tu as eu une relation de 2 ans avec Jean-Philippe Moreau, un homme marié, avant de me rencontrer? Est-il vrai que tu savais qu'il avait une femme et des enfants quand vous avez commencé à te fréquenter? L'église devint si silencieuse que le bruit d'une aiguille tombant aurait été audible. Camille ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, sans pouvoir former de mots. « Ah, est-il vrai que tu as menti sur ta formation à la Sorbonne, que tu as en fait abandonné tes études en 2e année et travaillé comme hôtesse lors d'événements corporatifs ?» Chaque question était comme une gifle publique, et j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Est-il vrai que tu m'as délibérément isolée de ma mère parce que tu savais qu'elle verrait clair dans tes mensonges? La dernière question brisa toute résistance que Camille avait encore. « Antoine, arrête s'il te plaît !» sanglota-t-elle, essayant d'atteindre ses mains, mais il recula. « Nous pouvons en parler en privé, après la cérémonie. Tu nous humilies tous les deux devant tout le monde. » Mais il secoua la tête. « Non, Camille. J'ai déjà parlé en privé avec toi pendant 5 ans, et chaque conversation était basée sur des mensonges. S'il y a quelque chose que j'ai appris de cette lettre, c'est que les secrets et la manipulation détruisent les relations, et je ne commencerai pas un mariage basé là-dessus. » Il se tourna vers les invités. « Je vous présente mes excuses à tous pour cette gêne, mais je ne peux pas poursuivre cette cérémonie. Pas comme ça, pas basée sur l'exclusion et la malhonnêteté. » Le murmure parmi les invités se transforma en conversations ouvertes, certains exprimant leur indignation, d'autres leur soutien. Je vis certains des plus anciens amis d'Antoine hocher la tête en signe d'approbation. Des personnes qui avaient clairement remarqué son changement de comportement au fil des ans. Camille, réalisant qu'elle avait complètement perdu le contrôle de la situation, quitta l'hôtel en courant, les mains couvrant son visage en larmes et en humiliation. Le prêtre, retrouvant enfin sa voix, suggéra qu'il serait peut-être préférable de clore la cérémonie et de laisser le temps à chacun de digérer ce qui venait de se passer. Antoine acquiesça et demanda aux invités de se diriger vers la salle de réception, où il pourrait mieux expliquer la situation à ceux qui souhaitaient l'entendre. Tandis que les gens commençaient à quitter l'église en petits groupes, discutant animément du drame qu'ils venèrent de vivre, Antoine resta immobile à l'autel, visiblement bouleversé, mais aussi soulagé. C'est alors qu'il me vit au fond de l'église. Nos regards se croisèrent à travers la foule d'invités qui sortaient, et pendant un instant, le temps sembla s'être arrêté. Lentement, il commença à marcher dans ma direction, se frayant un chemin parmi les gens, comme si j'étais un aimant l'attirant. Quand il m'atteignit, nous nous mîmes tous les deux à pleurer simultanément. « Maman !» dit-il, la voix brisée. « Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi d'avoir été si aveugle, si faible. » Je le serrai de toutes mes forces, sentant le poids de 5 années de séparation se dissoudre entre nous. « Il n'y a rien à pardonner, mon chéri, » murmurai-je à son oreille, caressant ses cheveux comme je le faisais quand il était enfant. « Tu as été manipulé par quelqu'un de très habile dans les jeux psychologiques. L'important, c'est que maintenant, tu vois la vérité. » Nous restâmes enlacés sur le banc de l'église pendant plusieurs minutes, pleurant et riant en même temps, tandis que les derniers invités sortaient discrètement, nous laissant notre intimité pour nos retrouvailles. Quand nous nous séparâmes enfin, Antoine me regarda avec des yeux rougis mais brillants. « Ta lettre était parfaite, maman. Douloureuse, mais parfaite. Tu as réussi à me montrer tout ce que je refusais de voir. » Je souris à travers mes larmes. Parfois, mon fils, le plus grand acte d'amour est de dire des vérités difficiles à entendre. Il rit, un rire authentique que je n'avais pas entendu depuis des années. Camille avait raison sur une chose. Tu as vraiment transformé son mariage en désastre. Nous rîmes ensemble, et pour la première fois en 5 ans, je sentis que j'avais retrouvé mon fils.
La lettre avait fonctionné mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer.